Merci beaucoup pour cette intervention. Très très riche, pleine pour moi de cadavres voilà, d'éléments qui m'étaient complètement étrangers et inconnus. J'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas tellement de questions parce que je découvre, mais voilà. Pour dire à Philippe Charlier notre admiration. Ça fait des années que je vous suis. Depuis la thèse chez Christian Hervé, vous étiez aussi dans un cadre médico-légal avec Christian Hervé, et comment vous avez inventé un nouveau territoire de l'éthique dans votre confrontation à ces questions. Alors, deux petites observations, mais sachez pour les gens qui sont ici que le premier groupe de travail qu'on a mis en place à l'espace éthique en 1996, c'était avec les chambres mortuaires. C'était pas la biomédecine, c'était les chambres mortuaires. C'est-à-dire en quoi la mort, la fin d'un parcours dans le soin, interroge notre société, en quoi, après l'hôpital, la société doit réintégrer celles et ceux qui, malheureusement, sont décédés. Et avec des tas de symboliques que vous avez évoquées. Alors, il y a 2 points pour vous dire à quel point on n'est pas du tout éloigné de toutes les préoccupations éthiques. D'abord, l'attention. Vous consacrez des questions qu'on pourrait voir d'une manière très distante, alors qu'il y a encore de la mémoire, de l'histoire, des valeurs qui sont posées. Vous voyez, quand j'ai entendu sur les 2 dernières parties de votre intervention, il y a quelques jours, on discutait avec des directrices d'IFSI sur des étudiants qui avaient fait des photos dans des EHPAD de personnes altérées physiquement et qui avaient mis ça sur les réseaux sociaux. Et ça correspondait exactement à cette question d'image. Et ça a à voir avec l'intervention de Nathalie Grandjean tout à l'heure. Comment on a besoin maintenant de symbolique et de pouvoir symboliser, c'est-à-dire rentrer dans la dimension culturelle qui nous permet d'être dans une relation de respect, de reconnaissance, bref, d'incorporer ces personnes dans notre histoire, dans notre présent, et de faire de ce que vous dévoilez quelque chose qui nous éclaire à la fois sur le passé et peut-être aussi sur le présent. C'était quelque chose qui m'a énormément frappé dans l'histoire de la représentation. Et puis le deuxième point, c'était le tatouage. Alors c'était à quelques mètres de chez Christian Hervé, où vous aviez les salles où les étudiants en médecine s'exerçaient sur des cadavres. Et à Bicêtre, quand les étudiants reviennent de cette expérience, puisqu'ils viennent à Descartes, parce que c'est encore un des lieux où on fait encore ce type de pratique pour les étudiants en médecine, on a une restitution à la fois sur le côté pratique et puis sur le côté éthique. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait sur un corps resté les stigmates d'un tatouage qui était représentatif de l'histoire de la personne. C'est-à-dire qu'il y avait un message fort au-delà de la mort qui était sur la peau de la personne. Bien. Et quand vous parliez de la dimension effectivement interprétative de ces tatouages, qui ne sont pas anodins, qui sont les traces laissées malgré le temps de l'histoire de cette personne, il y a eu une rencontre entre des étudiants en médecine auxquels on apprenait à couturer, à ouvrir, et avec une personne qui les a beaucoup interrogés. Tout ça pour dire à quel point l'éthique, quelquefois, c'est l'attention, je dirais, à des détails. C'est-à-dire à quelque chose qui nous paraît anodin et qui, une fois que c'est traité d'un point de vue à la fois éthique et culturel, nous ouvre un champ de connaissances, de savoir sur l'homme, sur son histoire, sur les civilisations, qui nous sont d'autant plus indispensables aujourd'hui, à un moment où on numérise tout, on est dans les algorithmes, et je trouve que cette éthique d'en bas, telle que vous la servez avec de la science, moi je suis tout, y compris, il y avait un article du Monde justement qui était très très intéressant sur les technologies qu'on avait mis en place avec vous. Je trouve que c'est une aventure humaine qui est très éthique. Donc je voulais vraiment vous remercier et dire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que votre démarche, d'ailleurs le titre, merci à Paul Louveil-Dubuc de vous avoir invité, mais quand je voyais éthique et archéologie par rapport à votre approche de l'éthique, est-ce que ce n'est pas un enseignement de l'éthique aujourd'hui? Parce que j'imagine que toutes celles et ceux qui vous ont écouté ont vu en résonance beaucoup d'autres enjeux que la question de l'archéologie. Merci à vous. On est pour moi dans une archéologie du soin. Et déjà, même quand je suis face à une momie ou etc., je garde de toute façon toujours ce regard et cette étiquette de médecin. Et le fait de transformer chacun de ces cas archéologiques en un patient fait que systématiquement, il y a ce respect dû au corps mort et dû au patient et cette limite implicite qui se met en place. Donc pour moi, c'est une archéologie, une éthique de l'archéologie, certes, mais de l'archéologie du soin. Et dans chacun de ces différents patients,
récoltés un peu partout à la surface du globe, mais quand même en grande partie en France, mais aussi sur chacun de ces patients figurés sous la forme d'une statue, sous la forme d'un fétiche, eh bien il y a derrière à chaque fois systématiquement de l'humain. Vous savez, les Wanga dont je vous parle en Haïti, ce sont des petites poupées en tissu, grandes comme votre trousse, madame, et sur laquelle sont intégrés des objets personnels de la future victime. On va récupérer des cheveux, on va récupérer un bouton de chemise, on va récupérer des rognures d'ongles, on va récupérer un petit fragment de textile qui vont farcir littéralement l'intérieur de ces wangas. Donc on pourrait se dire c'est un objet, mais non, dans l'imaginaire vaudou haïtien, c'est le double physique de la victime, de la future victime, en tout cas de la cible. Donc c'est un patient, ce wanga devient lui-même un patient. Et puis, sur le plan biologique, c'est le patient, puisqu'on a accès à son ADN, on a accès à son groupe sanguin, on a accès à, alors certes pas sa personnalité, on ne peut pas faire d'autopsie psychologique, mais en tout cas, sur le plan biologique, c'est le patient dans toute sa globalité. Oui, alors nous avons 2 questions. Moi, j'en aurai une après, finalement. Merci pour cet exposé vraiment passionnant. C'est vraiment rassurant de se dire qu'il y a cette pensée-là et ce respect-là. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un parallèle à faire avec d'autres êtres qui n'ont pas encore la parole, à savoir les bébés in utero. Et parfois, voilà, l'imagerie qui est faite et les échographies en 3D comment parfois on pousse à tout prix à avoir des images, même encore certains qui les diffusent sur les réseaux, etc. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait écho à ce niveau-là. Merci pour cette question. Les 2 parallèles qu'on pourrait faire sur ceux qui n'ont pas encore de parole, en effet, donc ce sont les bébés in utero, vous l'avez dit, qui n'ont d'ailleurs pas d'existence légale exactement définie. C'est une justice et une légalité qui change et qui évolue au fur et à mesure du temps. Et l'autre, c'est un exemple que j'ai entendu et qu'on m'a dit à la suite de ce type d'intervention, ce sont les animaux. Pour moi, c'est pas la même chose, rassurez-vous, je fais vraiment une dichotomie. Ne prêtez pas de mauvaises intentions, mais eux aussi ne sont pas doués de parole, ne sont pas intelligibles, etc. On pourrait imaginer appliquer le même type de regard, le même type de distance, le même type de retenue. Pour moi, c'est ça. Le mot, c'est la retenue. Voilà, ne pas aller trop loin, ne pas aller seul déjà. Le fait que chacun de ces travaux soit collectif permet de se juguler les uns les autres, de se modérer les uns les autres. Donc pour moi, c'est la juste mesure, la retenue qui sont vraiment à la base de cette démarche éthique. Mais oui, c'est un autre type d'échantillon, au sens social, qu'on pourrait tout à fait mettre en parallèle. Voilà, je voulais vous poser une question qui n'est pas tout à fait dans l'ordre de vos recherches et de votre travail, mais qui est quand même relié. J'ai appris au cours d'une conférence sur le livre ancien qu'il existe dans un certain nombre de bibliothèques européennes et notamment françaises des reliures en peau humaine. Voilà, des ouvrages datant du XVIIe et du XVIIIe reliés en peau humaine. Je voulais savoir si il y avait un statut particulier concernant la conservation, le prêt, la vente de ces ouvrages, voire même la recherche qui peut être menée dessus. Alors, il y a une libraire qui s'est spécialisée dans ce type d'ouvrage qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Madame Lamort. C'est une femme brillante, bibliophile, qui sait vraiment de quoi elle parle, qui a fait un inventaire de ce type d'ouvrage, à peu près 80 pour l'instant, et qui s'étale jusqu'au XXe siècle. J'en ai eu une dizaine à peu près dans les mains, principalement pour un problème de diagnostic. En l'occurrence, est-ce qu'il s'agit de peau humaine, qui a vraiment un aspect au toucher très différent du maroquin classique, du vélin ou autre. Et comment vous dire,
les prélèvements complémentaires, la génétique ou la microscopie, peuvent être en effet particulièrement utiles dans ce cas-là. Que je sache, et ça n'engage que ma faible connaissance dans ce domaine, il n'y a pas de législation particulière dessus. Ce sont des ouvrages de bibliophilie qui sont en vente courante, qui se vendent cher. Je pense notamment à un ouvrage qui est à Juvisy, sur Orge, à l'observatoire Camille Flammarion. Et c'est une admiratrice de Camille Flammarion, vous savez, l'astronome et spirit. Et cette admiratrice était phtisique, donc tuberculeuse, et elle savait qu'elle allait mourir avant son amour, qui était Camille Flammarion, un amour absolument pas assumé. Et Camille Flammarion aimait beaucoup lui caresser les épaules. Et donc, elle a donné post-mortem la peau de ses épaules à Camille Flammarion pour qu'il l'utilise et qu'il fasse relier un de ses ouvrages, en l'occurrence le Traité de la pluralité des mondes. Et donc, cet ouvrage-là, qui a été ensuite teint en rouge, et c'est vrai que la peau est très douce, c'est un petit in-octavo qui est fort joli, mais dessus, au fer, doublé ensuite de dorure, il y a reliure en peau humaine, parce qu'il ne fallait pas oublier cette caractéristique particulière. Donc, oui, c'est un peu le même type de substrat, d'échantillon, d'ambassadeur d'humanité qu'on peut retrouver plusieurs siècles après. Voilà, ça existe, ce n'est pas une légende. J'ai eu plusieurs pots comme ça, servant de couverture, avec des tatouages qui étaient dessus. Un tatouage de bagnard, tatouage d'une prostituée aussi, un tatouage de marin. Et voilà, c'est la typologie des tatouages, en l'occurrence du 19e siècle, qui permettait non seulement de les dater, mais en plus d'en faire une typologie. Et évidemment, c'était choisi avec goût entre le tatouage et le contenu de l'ouvrage. Voilà. Moi, j'aurais deux petites questions à vous poser. Le parallèle avec la vie in utero était intéressant. Il y a un autre parallèle qui m'est venu en tête, c'est les profils post-mortem sur les réseaux sociaux, dont je ne sais pas si Emmanuel en a déjà parlé, mais ces profils qui continuent à vivre, les photos des personnes qui continuent à être commentées, etc. etc. Et la question que je me pose, c'est, on sent bien que ça nous heurte, que ça touche quelque chose. Et qu'est-ce que ça touche ? C'est-à-dire, à quoi on touche quand on touche à la mémoire de quelqu'un ? C'est la première question que je voulais poser. Et puis, j'ai l'impression qu'en vous entendant, on entend beaucoup de devoirs, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup alors soit dans la déontologie, soit dans une éthique déontologique. J'aurais aimé savoir, au regard de qu'est-ce qu'on peut mettre comme conséquence ou comme au regard de ces devoirs, quels enjeux, hormis ceux du développement du savoir, il peut y avoir dans le franchissement, dans la transgression de ces devoirs-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Quels enjeux vitaux ou moins vitaux, voilà. Alors, il y a des enjeux vitaux. Même en travaillant sur les morts, on peut avoir un enjeu vital. Du temps où je faisais des autopsies, il m'est arrivé, en faisant une autopsie, de sauver la vie de quelqu'un. Ce qui peut paraître paradoxal, mais on mettait en évidence une maladie génétique, cardiaque principalement, dont on sait qu'elle est génétique, et donc je demandais à faire une recherche préventive chez les autres membres de la famille, et en l'occurrence, parfois c'était positif, et donc ça sauvait des vies. On peut imaginer la même chose sur des populations à relativement court terme, mais pas sur des populations anciennes. Donc, en revanche, le champ de la médecine biologique est assez intéressé par nos recherches en évolution des processus infectieux ou tumoraux. Par exemple, est-ce que la tuberculose du 19e siècle est la même tuberculose que maintenant ? Par exemple, est-ce que la variole, comment a évolué la variole en une trentaine d'années avant d'être éradiquée, sauf dans quelques laboratoires ? Est-ce que le staphylocoque doré qu'on a isolé dans les narines de Henri IV est le même que le staphylocoque doré qui se trouve au niveau de vos narines ou de votre nombril ? Non, mais vous, non, c'est un vous général. Non, pardon. Non, sinon, ça serait l'acharnement. Voilà. Et cette microévolution à la fois génétique, mais aussi morphologique des agents infectieux sur 20 ans, 50 ans, 400 ans, elle est intéressante parce que pour les chercheurs de maladies infectieuses, ça leur permet de prévoir le développement de ces virus, bactéries, parasites, champignons, et donc du coup de prévoir des armes
mais dans le bon sens, des armes pour lutter contre ces agents infectieux dans un proche avenir, un moyen avenir ou un avenir lointain. Donc c'est une médecine des morts, mais qui a un véritable intérêt pour les vivants. Oui, vous parliez du respect dû à la personne, quelle que soit la date de son décès, même des centaines d'années après. Comment peut-on concilier ce respect pour la personne avec le fait de laisser exposer dans les musées des crânes ou même des momies Est-ce qu'on considère que l'intérêt historique supplante dans ce cas-là le respect de la dignité de la personne On peut se poser la question. Tout à fait. Exposer une momie dans un musée, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Est-ce qu'on va l'exposer toute nue, débandelettée? Non, hors de question. Est-ce qu'on va la présenter bandelettée avec juste son visage apparent? Pas forcément. Est-ce qu'on va la représenter complètement bandelettée avec ce portrait du Fayoum ou ce masque mortuaire qui recouvre son visage? Oui, éventuellement. Ça, c'est respectueux, parce que le corps n'est pas visible et on montre l'appareil externe tel qu'il était présenté avant la mise en bière dans l'Antiquité pharaonique ou ailleurs. Donc, ça ne me choque pas particulièrement. Voilà, il faut savoir ce qu'on montre ou comment on le montre. Il y a un musée qui est le musée des Confluences à Lyon qui a décidé d'exposer des corps humains, nus ou en grande partie dénudés. Mais ils ont vraiment bien fait les choses sur le plan de la muséographie. Ils ont mis une lumière très, très ténue, une lumière très sombre, si on peut dire, de façon paradoxale. Et donc, on voit la forme du corps, on devine une momie plutôt qu'on ne la voit. Et donc, par là, c'est quelque chose qui est relativement respectueux vis-à-vis de ce corps. D'autres, le British Museum, ils ont fait un autre choix, c'est de présenter une momie. Seule la tête est visible, elle est en grande partie dénudée parce qu'elle a été collectée ou achetée de cette façon-là. Mais en fait, il y a une sorte de résille tout autour de la momie, au niveau de la vitre, qui fait que même si on se met sur la pointe des pieds ou par en dessous, on ne peut pas voir la partie dénudée de la momie. Et la seule partie visible, c'est la tête. D'accord ? Donc, voilà, on peut jouer. C'est un jeu intellectuel. On peut jouer pour faire en sorte que ces restes humains soient présentables. Rien à voir avec des expositions de corps plastinés qui étaient sous-tendus par un faux discours scientifique. Là, on est sur un vrai intérêt et pas une présentation systématique. Un musée, par exemple, qui présenterait 150 momies dénudées les unes à côté des autres, là, il y aurait un vrai problème et il n'y a aucune justification scientifique. Si on expose quelque chose dans un musée, actuellement, en tout cas en France, c'est parce qu'il y a un intérêt pour le public. Et s'il y a cet intérêt pour le public et cette décision d'exposer des restes humains, il faut que ça soit fait de façon respectueuse. Sinon, ça n'a pas lieu et ça reste dans les réserves. Et encore dans les réserves, il faut que ça soit de façon respectueuse aussi. Un dernier exemple, j'en profite, et là on est vraiment dans de l'archéologie pure et dure, j'avais travaillé sur les crémations celtiques de Moneto. Donc c'est âge du fer, l'Athènes pour la période. Moneto, c'est pas loin d'Auxerre, et dans Lyon donc. Et ces crémations qui datent de 400-300 à peu près avant Jésus-Christ ont été déplacées ensuite dans un centre de recherche européen du Mont Beuvray, autour du monde celtique. Eh bien, les réserves de ces restes humains sont sous terre, dans une atmosphère qui est à lumière très tamisée et dans une sorte de loculus, donc une petite logette, dans le mur pour chacune de ces crémations. Quasiment comme un funérarium, et surtout elles sont sous terre, là où elles étaient avant le passage des archéologues. Je ne sais pas si c'était réfléchi de la part de mes collègues archéologues et muséographes et scientifiques du centre de recherche de Bibracte Gluanglen, c'est le nom de cet endroit, mais en tout cas c'est à mon sens une des voies de stockage de restes humains archéologiques la plus respectueuse qui soit, puisqu'on est quasiment dans l'état dans lequel elles ont été trouvées. Sauf que ce n'est pas l'endroit initial, c'est à peu près à 150 km. Mais pour moi, c'est vraiment l'exemple quasi parfait que je cite. Et le fait d'exposer, par exemple, des crânes dans les catacombes au public, est-ce que c'est pas
un manque de respect? Est-ce que ces personnes n'auraient pas le droit d'être inhumées dans Alors, l'intimité? Alors c'est la volonté depuis le début. Lorsque les catacombes ont été créées, ce sont des corps qui ont été sortis des différents cimetières de Paris. On est à la toute fin du XVIIIe siècle déjà, début du XIXe, et ce sont des corps qui remontent depuis l'époque mérovingienne jusqu'à des corps relativement récents à l'époque XVIIIe, principalement cimetière des Innocents, mais pas que. Et la volonté première des catacombes de Paris, dès l'époque, était de montrer ça au public et de réoccuper cet espace de carrière. Donc là, en fait, on se place dans les traces d'une volonté ancienne, quasiment touristique, du XVIIIe siècle. Donc il s'agit de ne pas casser, pour le coup, sur le plan historique, ce qui a déjà été fait au XVIIIe. Rien à voir avec la catacombe de Rome, qui sont pour le coup de vraies catacombes, où les restes humains n'ont pas vocation à être visibles. Et c'est bien ce qu'a fait le Vatican. Tous les restes humains qui étaient éventuellement touchables, volables par les admirateurs ou visibles, eh bien, ils ont été mis à l'écart dans des zones qui ne sont pas ouvertes au public. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette intervention.